17e journée nationale de la pharmacopée de la médecine traditionnelle, c'était ce mardi au Bénin. Le lancement officiel a eu lieu au ministère de la Santé. Célébration également ce 12 juin de la journée mondiale contre le travail des enfants. Vous suivrez dans ce journal des membres de deux organisations qui luttent contre le travail des enfants et qui œuvrent à leur réinsertion sociale. Et puis appui financier de la commune d'Abomey-Calavi aux musulmans dans le cadre de la célébration du Ramadan. C'était hier, on en parle dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Lancement de la 17e journée nationale de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle ce mardi 12 juin au ministère de la Santé. C'était en présence de l'autorité ministérielle et des différents acteurs du secteur. Le point avec Fréjus Serlan et Fiac Voitan. La médecine traditionnelle, doyenne des pratiques médicinales depuis l'existence de l'humanité, n'a pas cédé aux aléas du temps. Elle demeure et a de beaux jours devant elle. Le Bénin célèbre ce 12 juin sa 17e journée nationale de la médecine traditionnelle. Malgré l'insuffisance des preuves sur son efficacité, la médecine traditionnelle est utilisée par 80% de la population pour le traitement de plusieurs maladies. Compte tenu donc de son importance, les États africains ont adopté une résolution sur la promotion du rôle de la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé à Ouagadougou en août 2000. À partir de cette résolution, les pays ont institutionnalisé une journée de la médecine traditionnelle pour renforcer la sensibilisation et le plaidoyer en faveur de notre médecine ancestrale. Dans l'optique de faire de la médecine traditionnelle une pratique médicale imposante et solidement implantée, notre pays a mis en place une politique nationale, un cadre réglementaire et un code d'éthique et de conduite pour la pratique de la dite médecine. Cette disposition rend aujourd'hui possible la production en quantité commerciale des médicaments traditionnels standardisés. Cependant, des efforts restent à fournir pour assurer l'intégration de cette médecine du point de vue de l'offre des soins, de l'éducation, de la formation et de la réglementation. L'accent devra être également mis sur les mesures à prendre pour garantir la qualité, l'efficacité et l'innocuité des médicaments à base de plantes. La célébration de la 17e journée nationale de médecine traditionnelle devra permettre d'une part d'évaluer le progrès accompli dans la mise en œuvre des interventions en faveur de la médecine traditionnelle et d'autre part de sensibiliser les acteurs locaux, les partenaires au renforcement du rôle de cette médecine dans le système national de santé. Les activités de mobilisation sociale, de plaidoyer et de communication pour un changement de comportement seront à cet effet privilégiées. Elles dureront une quinzaine de jours. Des remarques bien accueillies par la coordination générale de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle. Et nous accueillons toujours avec intérêt toutes les idées pratiques et constructives visant à améliorer les services de santé et à les étendre à toutes nos populations. La 17e journée nationale de la médecine traditionnelle est donc une journée de réflexion pour obtenir l'adhésion et la participation durable des tradipraticiens. Le ministre de la Santé a clôturé ce lancement par la visite de quelques stands de produits de la médecine traditionnelle. Du 18 au 22 juin 2018 se tiendra à Cotonou la deuxième conférence internationale des ministres de la Santé et des ministres de l'économie numérique sur la sécurité des soins en Afrique. Il sera question d'aborder la problématique de la gouvernance de sécurité des patients et la gestion des risques dans les établissements de santé en Afrique. En prélude à cette rencontre internationale, les ministres de la Santé et de l'économie numérique ont rencontré ce mardi les hommes des médias pour leur expliquer de bout en bout l'importance du thème retenu pour l'occasion. Antoinette Sagbou, Fréjus Fursi. L'apport du numérique dans l'amélioration de la performance des systèmes de santé en Afrique. Quels enjeux pour la gestion de la sécurité des patients et le développement du tourisme médical? Tel est le thème choisi dans le cadre de la deuxième conférence internationale des ministres de la Santé et ceux de l'économie numérique sur la sécurité des soins en Afrique.
Cette conférence aura lieu à Cotonou du 18 au 22 juin prochain. À cet effet, les hommes des médias ont été conviés ce mardi pour s'imprégner du contenu de la thématique. Le ministre de la Santé, Dr Benjamin Humpati, évoque les raisons. Les crises sanitaires successives que nous avons connues ces dernières années, notamment la grippe aviaire, la maladie à virus Ebola, l'épidémie à virus Lassa, l'insuffisance de ressources humaines qualifiées, de matériel, la mauvaise organisation des services de santé, la mauvaise organisation du travail et leur impact sur la mortalité aussi bien au niveau du personnel de santé qu'au niveau des patients illustrent largement cette situation et expliquent l'urgence de la mise en œuvre de stratégies appropriées pour faire face à la problématique de la qualité des soins et de la gestion des risques en milieu de soins en Afrique. Au regard de ces crises sanitaires, les objectifs de cette deuxième conférence internationale sont multiples. La conférence internationale donc, qui va s'organiser dans quelques jours vise à attirer l'attention de toutes les autorités à tous les niveaux sur la problématique de la gestion de ces risques et de la sécurité dans les établissements de santé. Pour Aurélie Soulé-Zoumarou de l'économie numérique, la place du numérique dans les systèmes de santé est indispensable. Au mois de novembre 2017, notre pays s'est doté d'un outil, d'un instrument très important dans ce domaine. C'est la cyberstratégie de la santé. Et cet instrument est important parce que les technologies de l'information et de la communication viennent donc booster ces apports de la santé pour nos populations. Et donc cette conférence va traiter de toutes ces questions en s'apesantissant sur donc le volet relatif à la qualité des soins, à la gestion des risques. L'éthique dans le secteur sanitaire serait une opportunité dans la perspective d'améliorer les plateaux techniques médicaux, du développement de la télémédecine et du tourisme médical en Afrique. Et demain, jeudi, le monde entier va célébrer la journée mondiale du donneur de sang. Cette occasion, le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, l'a saisi et a délivré un message à l'endroit des donneurs de sang et du peuple béninois. On l'écoute. Chers donneurs de sang bénévoles du Bénin, chers compatriotes, le jeudi 14 juin 2018, la communauté internationale célébrera la 15e journée mondiale du donneur de sang. Officialisée par l'Organisation mondiale de la santé depuis 2004, cette journée trouve ses origines dans les cris de cœur des nombreux acteurs engagés dans la lutte contre la pénurie de sang, cause de nombreux décès maternels et infantiles dans nos centres de santé et hôpitaux. La célébration de cette journée est le moment idéal pour exprimer de vive voix à tous les donneurs de sang bénévoles du Bénin notre reconnaissance au nom de tous ceux et celles dont la vie a été sauvée grâce au sang donné. C'est également le lieu de rendre un hommage mérité à chacun de vous, chers donneurs, pour avoir donné la joie à des patients, à des familles et à des communautés à travers ce geste salvateur. En ce moment, la communauté internationale a célébré hier 12 juin la journée mondiale contre le travail des enfants. À cette occasion, nos reporters ont interrogé deux organisations qui luttent contre le travail des enfants et qui œuvrent à leur réinsertion sociale. Où en est le Bénin dans cette lutte contre le travail des enfants? Comment les enfants sont-ils réinsérés? Ce sont à ces questions que les membres des organisations ont répondu. Au micro de Fréjus Sermon et Fiac Voito. Je ne dirais pas que la lutte contre le travail des enfants est en progression, puisque d'abord, il y a la gratuité de l'école, ce qui diminue un peu le travail des enfants. Au Bénin particulièrement, nous pouvons dire que beaucoup de choses ont évolué. Cependant, il reste beaucoup à faire. En 2015, nous avons voté le Code de l'enfant en République du Bénin. Un code qui traite du travail des enfants dans ses articles 210 à 228. Ça évolue vraiment.
Aujourd'hui, on a de plus en plus des patrons qui n'accepteraient pas un atelier des enfants âgés de moins de 14 ans, puisque le Bénin a tablé sur 14 ans pour permettre aux enfants d'aller en formation. Nous travaillons avec des organisations comme UNICEF, Plan International, Terre des Hommes et les autres organisations avec Amnesty International. Pour nous, c'est de récupérer ces enfants et de les mettre dans des écoles ou dans des corps professionnels. Ce que d'ailleurs nous faisons actuellement avec Bouge ONG pour agro-pastoral. Ces enfants, dès que nous les récupérons, on voit que tu as 15 ans, 16 ans, tu peux toutefois te faire former en agro si tu veux. Déjà, quand l'enfant a déjà 14 ans, le traitement n'est pas le même que pour un enfant qui est âgé de moins de 14 ans. Quand l'enfant a 14 ans, c'est dire qu'il peut être en atelier. Mais quand l'enfant a moins de 14 ans, il n'a pas sa place en atelier. C'est-à-dire qu'il est soustrait du milieu d'apprentissage. Et puis, en fonction de son âge, le processus d'accompagnement est étudié. C'est-à-dire que quand il a peut-être encore 8 ans, il peut encore retourner à l'école et faire le cycle primaire de façon classique. Mais quand il a déjà 12 ans, il n'a plus tout ce temps. Et donc, avec un enfant qui a 12 ans, qui est pris dans le travail, et qu'on sort du travail, on peut réfléchir avec lui le programme de cours accéléré qui lui permettra en 3 ans de passer les examens du CEP. Moi, je voulais que nous voyions 0 enfant, que le gouvernement prenne en charge ces enfants. Et nous sommes souvent parents. Et donc, traitons les autres enfants comme on traiterait les nôtres. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire à l'endroit de l'État, la phase de sensibilisation se poursuit, mais un peu de répression pour des cas récidivistes permettrait de donner le pas aux autres qui ne veulent pas aussi écouter. Et on souhaiterait, en tant qu'ONG, avoir plus d'accompagnement de l'État pour que la lutte porte le plus rapidement possible ses fruits. C'est une lutte commune, l'État donne les directives, les grandes lignes, et puis les structures privées, même les structures déconcentrées de l'État, cite les centres de promotion sociale, avec les ONG, c'est de façon convergée, c'est dans une synergie d'action que nous menons la lutte ensemble. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale a procédé dans la matinée de ce mardi dans la commune de Semenkodi à la cérémonie d'ouverture des travaux de la revue sectorielle au titre de l'année 2017. Une cérémonie qui a eu lieu en présence des cadres du dit ministère, des préfets des départements, des partenaires techniques et financiers et des acteurs de la décentralisation et de la gouvernance locale. Cano François Humbederinto et Denis Marouya pour le compte rendu. Janvier de la commune de Semenkodi a servi de cadre dans la matinée de ce mardi 12 juin 2018 à la cérémonie d'ouverture des travaux de la revue sectorielle de la décentralisation et de la gouvernance locale au titre de l'année 2017. Était présent le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, le secrétaire général de l'Association nationale des communes du Bénin, les partenaires techniques et financiers, les préfets de département, les cadres du ministère et les acteurs de la décentralisation et de la gouvernance locale, précédé par le DPP du dit ministère qui a souhaité la bienvenue aux uns aux autres. Chalman Renfort, maire de Semenkodi et secrétaire général de l'ANCB, représentant le président de l'ANCB, a remercié le ministre pour ses nombreuses actions entrant dans le cadre du développement de sa commune. L'événement donc qui nous réunit ici aujourd'hui mérite non seulement de notre part, en tant que maire de la commune, de vous souhaiter la bienvenue, mais également de reconnaître que le ministre de la décentralisation fait beaucoup pour nous. Beaucoup d'abord en termes du respect de tenue des sessions, beaucoup en termes de conseil via les préfectures qui sont des organes de tutelle, beaucoup, enfin, par rapport au dialogue et aux concertations permanentes que nous constatons. Le chef de file des partenaires techniques et financiers du secteur n'a pas manqué de souligner l'importance de la dite revue sectorielle. C'est un moment important d'échange sur les enjeux et l'efficacité du secteur de date
comme nous appelons, entre le ministère, les maires, les représentants de certaines organisations de la société civile et les PTF, les partenaires techniques et financiers. Les PTF soulignent la qualité des préparatifs qui ont précédé la présente revue et remercient les cadres du ministère et les autres parties prenantes pour le travail préparatoire. Quant au ministre, il a rassuré non seulement les partenaires techniques et financiers de la sensibilité du gouvernement de la rupture, de poursuivre les dynamiques souhaitées, mais aussi à réaffirmer la création des agences pour le développement local. Le gouvernement de la rupture ne fait rien pour retarder le processus de la décentralisation. Rien. Bien au contraire, je crois que nous faisons tout pour que le processus marche correctement. Je voudrais vous rassurer par rapport à la création des agences et que les agences ne viennent pas du tout perturber la question de maîtrise d'ouvrage qui revient à nos collectivités territoriales, c'est-à-dire les communes. Il est à noter qu'un présidium a été installé pour conduire les travaux marqués par des séances, débats, analyses et propositions suivies de la synthèse générale et de la présentation du rapport général d'activité. Dans la commune d'Abomey-Calavi, le maire Georges Badar et son conseil communal accompagnent financièrement la communauté musulmane dans le cadre de l'Aïd el-Fitr, la fête musulmane marquant la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Eh bien, les musulmans de la commune d'Abomey-Calavi ont donc reçu des enveloppes allant de 100 à 300 000 francs, un geste symbolique qui a de la valeur au regard des frères musulmans. Je vous invite à suivre un extrait des propos du maire Georges Badar et du porte-parole des imams. Nous sommes dans le mois de Carême et tous les matins, c'est des prières qui s'élèvent au ciel. Prier, c'est pardonner. Et dans notre pays, dans notre commune, notre développement doit passer par le pardon. Que ce mois de Ramadan soit pour tout un chacun un mois de pardon. Le conseil communal d'Abomey-Calavi, que j'ai l'insigne honneur de diriger, a pensé qu'un petit geste à l'endroit de la communauté musulmane, en passant par les responsables premiers que vous êtes. On ne choisit pas d'être imam, hein. Que Dieu nous garde, qu'Allah nous garde et que ses prières nous accompagnent. Vraiment, nous sommes très reconnaissants et nous sommes très contents à notre monsieur le maire de la commune d'Abomey-Calavi et c'est très honoré, conseil communal de la commune d'Abomey-Calavi, d'avoir honoré les imams pour les aider au moins, les donner un coup de main pour pouvoir les aider à fêter le Ramadan. Nous sommes très reconnaissants parce que nous, notre Coran d'abord et par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné si quelqu'un te fait un geste, tu es obligé de remercier la personne. Et quelqu'un qui n'est pas reconnaissant envers son prochain, il ne serait jamais reconnaissant envers le Dieu le puissant. Vraiment, nous sommes très reconnaissants envers le maire et ses conseils communaux que le bon donnera au centuple, Inch'Allah. À l'Assemblée nationale, la commission parlementaire d'enquête sur l'agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie mise sur pied. Les députés ont adopté en fin de matinée de ce mardi 12 juin 2018 à l'unanimité la proposition de résolution tendant à la mise en place d'une commission parlementaire d'information, d'enquête ou de contrôle relative à la gestion des projets d'électricité de l'agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie ABEM. Cette commission est composée de 10 membres, dont un représentant par groupe parlementaire, un représentant de la commission du plan et un représentant de la commission des finances. Elle dispose d'un délai de 60 jours pour déposer son rapport.
Jean-Pierre Bemba, eh bien, nous sommes à l'Inter, a été libéré hier par la Cour pénale internationale. L'ancien président a été acquitté vendredi en appel à la surprise générale de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Mais à Bangui, les victimes se souviennent des atrocités, eh bien, commises par les milices de Jean-Pierre Bemba. On écoute quelques-unes. C'est une décision politique, c'est pas judiciaire et on n'est pas d'avis. Ils sont en train d'encourager que les criminels là à continuer à nous tuer, à nous piller, à nous... Et ils sont arrivés dans notre concession où ils ont tué ma mère, mes deux sœurs et ensuite moi, Dieu merci, j'étais éloigné de la maison. Nous sommes très mécontents de la décision du CPI parce que nous croyons qu'ils sont en train d'encourager les criminels. Les grands criminels tels que les Ali Daras, les Noureddin et les consomment là, ils tuent, ils pillent, ils violent, ils font tout dans le pays et par la suite on va dire qu'ils ne sont pas coupables. Quand les Baniens Moulingué sont arrivés, ils dormaient au sein de la concession de l'école Bégoua. Un matin, ils sont allés chez nous. Quand ils sont arrivés, ils ont violé ma fille. J'ai commencé à pleurer et d'autres sont arrivés et m'ont violée. Quand mon mari s'est interposé, ils l'ont tué. C'est la faute du commandant et non de Bemba. Bemba n'est jamais venu sur le terrain. 5229 personnes ont été violées par les Baniens Moulingué. Si Jean-Pierre Bemba est conscient, il n'a qu'à réparer et nous dédommager. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à très bientôt.